encore entourés de silence, de tabous et parfois d'idées reçues qui freinent l'accès à une information claire et à un accompagnement adapté. En Guyane, territoire riche de sa diversité culturelle et humaine, cette question prend une dimension particulière. Les réalités de vie, les traditions, l'accès aux soins, les inégalités territoriales également, influencent profondément l'expérience de la ménopause. C'est pourquoi ce congrès, cette semaine de réflexion et de travaux, se veut un espace d'échange ouvert, inclusif et ancré dans nos réalités locales. Durant ces journées, nous aurons l'opportunité d'écouter des experts, de partager des expériences, de confronter nos pratiques et d'explorer des approches innovantes. Mais surtout, nous aurons l'occasion de redonner la parole aux femmes, de les écouter, de valoriser leur vécu et de construire ensemble des réponses plus humaines, plus justes et plus adaptées. Ces journées vont s'articuler autour de plusieurs temps forts, des conférences, des ateliers pratiques, un stand d'information du CHU, un webinaire sur la nutrition, des formations DPC pour les professionnels soignants, et s'achèveront vendredi, vous le savez, par un ciné-débat autour d'un documentaire. Je formule le vœu que ces journées de cette semaine soient non seulement un lieu de savoir, mais aussi un espace d'engagement, engagement pour mieux informer, pour mieux accompagner et mieux reconnaître cette étape de la vie dans toute sa complexité. Je vous invite donc à participer activement au débat, à poser vos questions, à partager vos expériences et à explorer ensemble les voies nouvelles pour améliorer la santé et le bien-être des femmes. Que nos discussions soient enrichissantes, que nos travaux soient inspirants et que ce rassemblement marque une étape importante dans la promotion de la santé féminine. Je vous remercie de votre présence, de votre implication et de votre volonté pour faire avancer ce projet. Je salue tout particulièrement l'engagement du Dr Louis et de son équipe. Également des professionnels de santé qui, au-delà du service du Dr Louis, ont su se mobiliser sur cette thématique. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux et inspirants et je vous remercie pour votre attention. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous soit des élus, soit des représentants de mairie. Donc je les invite s'ils veulent bien prendre la parole. Ainsi qu'après, je vais être un petit peu chauvine, on va donner la parole aux dames d'abord. Nous avons un représentant du rectorat et j'aimerais bien, si elle veut dire quelques mots, lui laisser la place. Et après, ce sera les messieurs. Désolé. Honneur aux dames. Bonsoir, je suis Geneviève infirmière, conseillère technique auprès du recteur de l'académie que je représente ce soir. Je suis là aussi à 2 titres puisque je suis également membre de l'association. Vous ne le savez pas puisque comme on fait des inscriptions en ligne. Et parce qu'effectivement c'est une thématique qui je pense est importante. Elle est importante et c'est très bien qu'enfin on se penche sur cette réalité. Et le rectorat, comme je disais tout à l'heure, emploie énormément de femmes. Et de la même manière que nous avons eu l'occasion de parler du cœur des femmes, je crois qu'il sera intéressant et important de proposer une action, soit dans le cadre de la journée des droits des femmes, ou à une autre occasion sur la question de la ménopause. Nous rencontrons beaucoup de personnel, de femmes, qui posent la question, n'ont pas toujours l'information sur cette réalité et la vivent de façon individuelle, je dirais même cachée. Donc c'est très bien que nous ayons cette association dans le département pour pouvoir permettre de lever ce tabou. C'est vraiment une réalité importante, nous allons discuter, mais en tout cas merci beaucoup. Encouragement, félicitations et puis démultiplions, ne nous arrêtons pas au nombre. Je crois qu'à graine de riz, café, sac de riz, il faut commencer une fois.
Maintenant, messieurs, à vous l'honneur. Il est malin, le docteur. Bonjour à toutes et à tous. Ce que j'ai pas pu saluer en arrivant, en tout cas, monsieur le directeur, chers collègues aussi, puisque j'ai aussi avec moi une conseillère municipale aussi de Remiremont-Joly, très engagée aussi sur les problématiques de santé et bien sûr sur d'autres choses. Et je passais à l'instant en disant qu'il était malin, le docteur Louis, parce qu'en arrivant, il m'a dit que vous allez dire 2 mots. Je lui ai dit non, ça ira. Et puis finalement, j'ai bien compris la stratégie. Mais enfin bon. En tout cas, si je prends la parole, c'est vraiment aussi pour vous témoigner notre engagement à vos côtés, l'engagement de la ville de Remiremont-Joly sur toutes les problématiques de santé. La preuve que samedi, nous avons joué à guichet fermé au niveau de la salle de délibération de Remiremont-Joly, une salle qui peut contenir 200 personnes, je crois qu'on était 250 voire plus, un certain nombre de personnes assises sur les marches. Ça prouve bien qu'il est important de parler de santé. Alors, j'ai assisté il y a pas très longtemps à une conférence aussi en mairie sur la ménopause. J'ai appris énormément de choses, mais ce qui m'étonne à chaque fois, c'est qu'on parle de la ménopause, on parle très peu de l'andropause. Non, d'une façon générale, on parle de ménopause, mais on a aussi le masculin, l'andropause, qui voilà. Alors je sais que les hommes ont toujours tendance à cacher un peu les choses, à être discrets sur ces problématiques-là. Et le directeur l'a dit à l'instant, et je l'avais dit lors de la conférence à l'auditorium de Remiremont-Joly, j'avais dit que effectivement ce n'était pas une maladie. Bon, c'est quelque chose qui arrive dans la vie, et on en parle très très peu. Et même au niveau d'un couple, on n'en parle pas. Je vais vous faire une confidence, on est là pour se dire les choses. C'est un sujet que je n'ai jamais abordé avec ma compagne, par exemple. On n'a jamais parlé de ménopause, on n'a jamais parlé d'andropause. Bon, voilà. Même si, par exemple, on n'était pas touché par ça, on n'en a jamais vraiment parlé. Je ne dis pas vraiment, on n'en a pas parlé, on n'en a jamais parlé. Donc ça veut dire qu'il faut briser le silence, c'est vrai, qu'il faut enfin en parler, oser le dire, puisque ce n'est pas une maladie contagieuse non plus. Donc on peut effectivement en parler tranquillement, d'autant plus que ça change aussi complètement la vie des femmes, comme des hommes aussi, mais ça change la vie des femmes. Et d'autant plus que vous le vivez vraiment, et c'est vraiment caractérisé le silence. Il faut oser en parler. Alors, dans le métier effectivement que j'exerce, quand moi je reçois aussi des clients qui sont des clientes victimes, par exemple, de violences conjugales, d'inceste, des choses comme ça, là aussi c'est pareil. Il est temps aussi qu'on arrive aussi à briser le silence, parce que c'est à travers le silence qu'on arrive à faire du bruit, c'est vrai, quand on brise le silence, mais ça permet aussi de parler d'un sujet aussi sérieux que celui-là. Et c'est pareil aussi quand on parle aussi du cancer. De toute façon, le docteur Belloni, qui est aujourd'hui le nouveau président de la Ligue du cancer, en tout cas au niveau régional, que je tiens à féliciter, puisque c'est l'occasion rêvée de le faire. C'est une mission aussi qui n'est pas forcément évidente, parce que, et ça sera mon mot de conclusion, c'est qu'on travaille aussi sur ce sujet-là au niveau de la collectivité, au niveau de la commune de Remiremont-Joly, où on sensibilise aussi les agents sur ces problématiques-là. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés sur la ménopause, nous l'avons fait sur les cancers d'une façon générale, nous l'avons fait aussi plus précisément aussi sur le cancer de la prostate chez les hommes, en les invitant à aller se dépister. Et on a fait cette réunion d'information sur leur temps de travail. Oui. Donc ça veut bien dire que quand on a des agents en pleine santé, ce sont des agents aussi performants. Donc il faut consacrer ce temps-là à l'information et être aussi force de proposition pour les inciter à aller le faire, tout en respectant effectivement le secret médical, qui est quelque chose d'important. Voilà ce que je pouvais vous dire aussi que notre salle de délibération est aussi à disposition de vos conférences, et nous avons vraiment axé la destination de cette salle-là à la santé. C'est pour ça que j'évite de l'ouvrir à tout vent, mais la priorité est donnée vraiment à
à la santé. Voilà. Merci encore pour votre attention et puis je vous dis en avance, j'ai tenu vraiment à être présent malgré l'agenda relativement contraint, serré et tout. Et si vous me voyez m'éclipser à un certain moment, c'est que je suis appelé à d'autres missions, mais sachez que nous sommes vraiment à vos côtés pour cette mission de sensibilisation. Voilà. Monsieur Belloni, je vous laisse la parole pour représenter la mairie de Cayenne. Merci de me donner la parole. D'abord, merci monsieur le directeur de l'établissement de m'inviter au nom de la mairie de Cayenne. Merci au docteur Louis et à toute son équipe. Effectivement, je viens d'être nommé élu président de la Ligue contre le cancer. Donc, il y aura quelques petits mots à dire dans cette période de la vie. Je suis de formation de rhumatologue, donc je m'intéresse aussi à la ménopause à travers l'ostéoporose, la maladie d'Alzheimer et les fractures du col du fémur. Alors, au nom de Madame le maire, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses et tout son soutien à l'ouverture de cette semaine de la ménopause. Cet événement, essentiellement, permet de mieux informer, accompagner et valoriser la santé des femmes à chaque étape de leur vie. Profondément engagé pour une santé publique, puisque nous avons créé sous ma houlette la commission donc, santé publique et performance sociale. Donc, à Cayenne, nous sommes profondément engagés pour une santé publique plus humaine, plus préventive et plus accessible à toutes les populations. Je salue ici votre mobilisation, votre expertise et votre engagement au service des femmes et des familles. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine riche, utile et pleine de réussite. Je vous remercie. Merci, docteur Belloni, d'avoir accepté, même si c'est, comme vous m'avez dit ce matin, tout à l'heure, il y a 15 minutes, que l'invitation a été un petit peu tardive. Je vous remercie pour votre présence. Ça tombe bien parce que je viens d'avoir une confirmation de la mairie de Cayenne qui nous propose effectivement la salle de délibération pour notre prochaine jeudi M, qui c'est le 28 mai. Donc c'est à la mairie de Cayenne. Et je profite pour vous inviter en tant que rhumatologue à nous accompagner à cette conférence qui sera le jeudi 28 mai, c'est ça? 28 mai, à la mairie de Cayenne. Je vais encore passer la parole à la présidente de l'association guyanaise de la ménopause et de la périménopause, Nadia Bamba, que je félicite parce que ça fait déjà 1 mois et demi qu'elle prépare cet événement. Donc je te passe la parole. Donc bonsoir à tous. Donc bonsoir messieurs, mesdames, chers collègues, chers partenaires. C'est avec une grande émotion et beaucoup de conviction que nous ouvrons aujourd'hui la semaine de la ménopause et de la périménopause. Je tiens en premier lieu à adresser mes remerciements chaleureux, tout d'abord à monsieur le directeur, monsieur Bourrias, directeur de l'hôpital de Cayenne, du CHU de Cayenne, ainsi qu'au site de Cayenne qui nous accueille aujourd'hui au niveau de l'ISPA, donc l'Institut Santé pour les peuples autochtones, les peuples d'Amazonie, pardon. Je remercie également chaleureusement nos invités qui ont honoré notre invitation par leur présence, leur expertise et leur engagement en faveur de la santé des femmes. Mes remerciements vont aussi aux élus qui sont venus aujourd'hui, donc monsieur le maire de Remire-Montjoly, monsieur Plénette, monsieur Belloni, pardon, qui représente... pardon? Oui. Mais comme je suis avec les maires, c'est pour ça. Monsieur Belloni qui représente la mairie de Cayenne, et bien évidemment, madame, je ne me rappelle plus de votre nom, madame Eusé qui représente le rectorat de Cayenne. Voilà. Oui, et madame Montou qui représente aussi la mairie de Remire-Montjoly.
Et bien sûr, merci à vous, le public professionnel de santé, citoyens, femmes concernées, engagées, pour votre présence qui donne tout son sens à notre manifestation. Cette semaine, nous avons fait le choix. Excusez-moi, ça. Cette semaine, nous avons fait un choix fort, sortir des silos, croiser les regards, construire ensemble des réponses plus justes, plus humaines et plus adaptées. Car la ménopause, comme tout le monde le sait, pour toutes les femmes à un moment de leur vie, mais concerne toutes les femmes à un moment de leur vie. Mais elle concerne aussi toute notre société, puisque ça touche tout son environnement, la famille, la société, puisqu'il y a des répercussions au niveau sociétal aussi. Donc nous faisons le pari d'ouvrir cette semaine de la ménopause en espérant que d'autres semaines de ménopause reverront le jour dans d'autres occasions et que ça pourra aboutir à des choses beaucoup plus concrètes et une meilleure prise en charge des femmes ménopausées. Je vous remercie de votre attention. Nous invitons les personnes qui voudraient faire part de leur témoignage ressenti, soit de vie, soit d'expérience de ménopause, avec des difficultés que ça a pu générer, que ça génère. Si je veux parler, nous sommes en petit comité, tout restera entre nous, ne vous inquiétez pas. Y a-t-il des personnes qui veulent témoigner? Non. Donc nous allons diffuser des témoignages directement en vidéo pour que ça vous parle mieux. Qu'est-ce qu'est la ménopause? Je venais de la ménopause, je voulais partager mon témoignage. Il faut que les femmes, que les hommes sachent que la ménopause, c'est pas la mer à boire. Je savais que ça allait venir. Ça allait venir. Et tout le monde se plaint de bouffées de chaleur, de ce que nous disaient, de douleurs articulaires, de prise de poids, de saute d'humeur, d'irritabilité, c'est vrai. C'est vrai, c'est décrit. Mais moi, je n'ai eu que le signe de tout cela, c'est les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. J'ai décidé de ne pas me laisser abattre par ça, j'ai organisé mon vécu. Donc, comme c'était surtout le soir, donc j'aime dormir, chaque soir, je mettais à côté de moi un t-shirt de rechange et une serviette. Comme ça, quand j'étais mouillée, je m'essuyais, mais sans ouvrir les yeux, hein. Je m'essuyais et je me changeais, je continuais ma nuit. Et ça n'a pas perturbé plus que ça. Ainsi concerne les bouffées de chaleur de la journée, c'était rare. Mais je sais que je comprends pourquoi c'était rare. Parce qu'une fois que j'avais compris ce que c'était, et que la vie humaine, le corps de la femme, la vie du couple, c'est comme un arbre. Elle passe sur le stade planture, arbuste, arbre. Et c'est comme nous, puberté, vie génitale et repos sur le plan de la fertilité. Mais la vie continue. C'est pas parce qu'on n'est pas fertile qu'on n'existe pas. Et donc j'ai décidé, non. Qu'est-ce que je peux faire de ma ménopause? Qu'est-ce que je peux en faire? Il faut que je la vive de façon la plus agréable possible. Et donc j'ai reconsidéré mon hygiène de vie en faisant attention à mettre plus de légumes, de produits végétaux, les légumes verts entre autres, parce que dans notre alimentation on aime bien manger. Les légumes ne sont pas tellement notre... Alors, augmenter les produits végétaux, surtout sur le terroir, veiller à la quantité de boire suffisamment d'eau, dormir aux bonnes heures, donc la qualité du sommeil, l'alimentation, et puis avoir une pensée positive. Parce que c'est avec les événements, il faut que l'on comprenne ce que c'est, on fait avec. On ne fait pas avec le sens corps ou effet. Non, je décide qu'est-ce que je veux faire, comment je veux vivre ça, et comment je peux exploiter en fait. Parce que quand vous êtes il y a plein de soucis, puis de l'oublier, de grossesse inopinée, de lever la nuit pour allaiter les enfants, les leçons, c'est fini. Donc c'est une autre vie pour moi, ménopause, c'est meilleure pause, nouveau départ. Et c'est ainsi que je vous invite à vivre votre ménopause, mesdames et messieurs. Pourquoi je dis messieurs? Parce qu'il y a des conséquences sur la vie sexuelle aussi. Quand elles ont compris ce que c'est, elles peuvent en parler à leur partenaire. Donc ce n'est pas tabou, ce n'est pas difficile, et ils adaptent leur sexualité à l'état de vie, à l'état de la vie de la femme. Et le couple a une nouvelle sexualité et
symptômes ou bien de la manière d'être par rapport à cette situation-là. Et je pense que le fait de mettre ça en place actuellement, c'est une très bonne chose pour les différentes femmes et jeunes filles et autres, afin de les renseigner, de les informer par rapport à cette période de la vie. Moi, je me suis retrouvée avec des bouffées de chaleur, une sangle abdominale qui a pris du volume et à laquelle je n'étais pas habituée. Et également au niveau des différentes manières de se sentir par rapport à la ménopause en fait. Et je remercie d'ailleurs tout le staff qui est derrière cette manifestation-là, de manière à ce que je puisse me prendre en charge et m'accepter par rapport à la situation. C'est pas facile, c'est très difficile, mais on ne lâche pas. Bonjour à tous, bonjour Liliane. Je voulais en fait vous donner mon témoignage personnel par rapport à la ménopause, ce qui a quand même énormément modifié ma vie personnelle. Je pense que, comme toutes, je n'ai pas été à l'abri des symptômes. Le premier qui m'a énormément perturbée à l'époque a été la baisse de la libido, qui, on n'en parle pas, mais qui a une énorme influence sur la vie privée. Beaucoup de couples vont marquer autour de vous se séparent à ce moment-là. Donc il faut apprendre à le savoir et surtout à faire face. Moi initialement, je me suis plutôt orientée vers les traitements doux, à base de plantes, j'ai essayé de faire la sophrologie, de l'EMDR, de l'acupuncture, beaucoup de choses pour essayer d'aller mieux. Sur ma vie professionnelle, tout ça n'avait aucune influence puisque j'étais très fatiguée et plutôt agressive. Et c'est en lisant, en m'intéressant, que j'ai réalisé que tous ces signes en fait faisaient partie des signes de la ménopause. Et déjà en le sachant, c'est une première phase qui a fait que j'allais mieux. Et jusqu'à cette année, pendant 2 ans, j'ai décidé de ne pas prendre de traitement conventionnel. Et au bout de 2 ans, cette fatigue intense du fait de ce problème de sommeil qui nous touche toutes, j'ai décidé de prendre l'hormonothérapie. Après, on fait un bilan complémentaire et en ayant déjà de toute façon modifié mon hygiène de vie, puisque une de mes peurs profondes était la prise de poids. Donc déjà en préménopause, j'ai fait une activité physique beaucoup plus régulière que je n'avais auparavant et modifié mon alimentation en essayant de prendre des produits beaucoup plus sains pour la santé, en diminuant la consommation d'alcool. Et tout ça a fait que je suis arrivée dans la ménopause et heureusement je n'ai pas subi cette prise de poids. Et encore une fois, ce qui m'a fait prendre conscience et décider de prendre un traitement hormonal a été cette fatigue extrême que je ne suis pas arrivée à juguler par toutes les thérapies parallèles que j'ai essayées. Donc, 15 jours après, mon sommeil a été normalisé et le fait d'aller travailler le matin sans cette fatigue intense a changé ma vie professionnelle. Donc, sincèrement, je ne peux que le conseiller. Certaines amies, desquelles je suis très proche, ont pris l'initiative aussi de me suivre. Et je leur remercie et de me faire confiance en tant que femme et en tant que professionnelle. Parce que je pense que la ménopause est toujours un tabou, parce que ça ne fait plaisir à personne de voir ces femmes qui changent, qui ne sont plus elles, et ça dérange en fait. Donc je pense que c'est de notre devoir en tant que professionnel d'engager ce discours, d'engager cette communication, cette conversation envers nos patientes et nos amis pour que ce tabou soit levé et qu'on puisse redevenir les femmes que nous avons été auparavant. Donc oui, moi ma vie a changé sur tous les plans maintenant, sur tous ces petits signes qui bout à bout, un par un, ne sont pas importants, mais qui bout à bout bouleversent nos vies. Et je pense qu'on ne doit pas laisser faire et qu'on doit être maître de notre destin, de notre vie. Et
si vous voulez, interpellée. J'avais un petit peu de bouffée de chaleur, de transpiration, mais je dois dire que j'ai accueilli ce passage de la femme que j'étais à la femme ménopausée avec beaucoup de gratitude. Pourquoi? Parce que je suis une personne, un professionnel de santé qui a eu la prise de conscience de ce corps, donc qui a besoin de certains éléments pour son bien-être. Et c'est pour tout le monde, pour toutes les femmes la même chose. Le premier élément, c'est l'eau. Beaucoup hydrater ce corps qui a besoin de ce liquide qui est le liquide primordial pour la vie. Et ensuite, bon, je me suis bien sûr actée sur le sommeil, avoir un sommeil correct pour permettre justement à nos cellules de se régénérer, puisque nous rentrons dans un autre cycle de vie et la vie ne s'arrête pas du reste. Et en plus, quant à l'alimentation, faire un petit peu attention à notre alimentation qui est complètement maintenant qui est transformée. Donc cette alimentation qui est importante aussi pour le corps de cette femme que je suis, des femmes que nous sommes, et bien sûr l'activité sportive. Et dessus, je m'y attelle énormément. Je m'y attelle énormément, pourquoi? Parce que lorsque nous avons une activité sportive, avec l'eau, associée à l'eau, on amène tous ces éléments qui est important pour justement pour nos muscles, nos articulations. Il y a une sensation de bien-être. On n'est pas dans le sport à outrance, non, c'est pouvoir avoir une activité, mobiliser ces articulations-là et qui font que on se sent beaucoup mieux. La seule chose sur laquelle je pourrais dire que j'ai vu une transformation, c'était sur la libido. Mais de ce côté-là, bon ben, écoutez, j'ai refait un petit peu le dessus, je me suis aidée avec des patchs, autre chose qui m'a permis de retrouver un petit peu cet équilibre de femme. Et cet équilibre est important pour le vie de couple. Et donc, voilà un petit peu le témoignage que je peux dire. En tout cas, je peux affirmer que j'ai vécu un bon moment de ménopause. Et je suis toujours en ménopause et je me porte très bien. En tant que sage-femme, j'ai donné la vie de témoignage que quand j'étais en libéral, j'ai commencé à le pratiquer. Il ne faut pas attendre, moi je pense, il ne faut pas attendre la ménopause, même pas la périménopause pour en parler. Il faut aller en amont, depuis la période de la vie génitale, même post-puberté. Quand on explique aux gens l'évolution de la sexualité de la femme, de la vie génitale de la femme, puberté, vie génitale active, ménopause, là, puisqu'elle va arriver de toute façon, montrer l'importance de chacune de ces étapes et comment adapter la femme qui allait, la femme qui est en post-puberté ou en ménopause, ce n'est pas le même fonctionnement sur le plan physiologique, mais sur le plan de la réalité de la vie. Quand elle a compris, quand elle sait qu'elle a compris comment fonctionne son corps, elle s'adapte. Elle s'adapte et elle fait en sorte que sa vie soit le mieux, que sa vie génitale contribue à son équilibre. Alors, pourquoi je disais ça? Quand les dames savent les signes éventuels qu'on décrit du fait de la mise en repos des ovaires, elles travaillent en amont. Parce qu'il faut que la vie soit belle. Et c'est nous femmes, qui faisons que la vie belle pour nous, mais aussi pour le couple et pour la famille. Donc, l'intérêt, c'est qu'est-ce que je veux pour moi? Comment je veux vivre ma ménopause? Est-ce que je vais être surprise par les signes qu'on décrit? Et est-ce qu'en fait, je serai concernée? Vous savez, vous entendez parler, celles qui se plaignent de bouffées de chaleur, de d'irritabilité. Mais toute la masse qui n'a rien de tout ça, toutes les dames n'ont pas de signes de ces signes-là. Il y en a qui les vivent très bien, on n'en parle pas. Donc, ce n'est pas une fatalité. Il y a des gens qui n'ont pas ces signes-là. Donc, il faut savoir que ça peut vous arriver. Et vous pouvez vous organiser. Faites attention à votre style de vie, à votre hygiène de vie. Apprenez à manger correctement. Maintenant, privilégiez au du terroir, beaucoup de végétaux, nos racines, nos légumes, et pour parler de façon très appétissante, c'est bon. Dormir aux bonnes heures et suffisamment. Ne permettez pas à la télé de vous envoyer au lit, c'est vous qui fermez la télé. D'accord? Pendant que vous dormez, il y a des organes qui fonctionnent.
payez la note. Quand c'est maltraité comme la jeunesse, au soir de la vie, vous payez la note. Pourquoi ne pas prévoir la note? Et maintenant, ensuite, l'activité physique, mesdames, pensez à n'attendez pas le surpoids pour pouvoir agir. Prévenez, mettez l'activité physique dans votre vie d'une manière régulière. D'ailleurs, ça détend, ça vous sculpte le corps et vous avez moins tendance à vous énerver et être irritable. En tant que femme, plein de choses sont faites pour nous irriter. Les enfants, le mari, le travail. Mais qu'on a décidé qu'on est prêt à tout ça, ne pas se laisser embarrasser par tout ça, on commence à mettre du sport dans sa vie. Bien sûr, on adapte le sport à ses goûts et à sa situation financière aussi. Il n'y a pas un sport pour toutes les femmes, il y a un sport, une femme, un sport par femme, si vous voulez. Et puis quand on a considéré tout ça, il ne faut pas penser qu'à soi. Qu'est-ce que le couple aussi, le mari, donc quand on sait tout ça, on en parle. Comme ça, quand ça vient, on le dit tranquillement, on a déjà anticipé qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit mieux pour nous, appeler les enfants, ce qu'on n'a pas pu faire quand ils étaient là, comment on peut organiser ça, mais on va faire ci, on va faire ça. Et c'est tellement plus intéressant quand on anticipe. Donc moi j'invite, j'ai dit une consultation que je faisais à quoi? Je l'appelle consultation gynéco, et c'était une consultation de disant comment on va la ménopause, qu'est-ce que vous savez la ménopause, et qu'est-ce que vous voulez vivre, et avec le style de vie que vous avez, on va connaître une consultation. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre en œuvre pour votre ménopause soit le vécu le plus agréablement possible? Je pense que c'est possible pour beaucoup de femmes en Guyane. Bonjour à tous. Bonjour à tous, moi je suis Dr Myri Rauda, gynécologue obstétricienne et je fais partie aussi de l'association et je suis membre active dans la ménopause. Ça m'intéresse beaucoup ce sujet, pourtant je suis encore loin de la ménopause, mais ça m'intéresse énormément d'aider les femmes qui sont en souffrance. On va appeler notre chère collègue Alicia Mezzani, qui est infectiologue dans notre service et qui nous a fait un joli BD. C'est là? Non. Oui. C'est bon? Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Merci à Dr Louis de m'avoir demandé de dessiner. Du coup, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas là en tant qu'experte, je suis là en tant que femme qui aime dessiner. Pareil, je ne suis pas encore ménopausée, ça ne me concerne pas, mais j'ai eu 40 ans, donc j'ai eu quelques notifications de la part du corps. Ça ne m'a pas plu du tout, et je me suis dit, bon, c'est un sujet, je pense que ça va faire mal, donc c'est mieux de s'intéresser dès maintenant, parce que je pense que ça doit être très très dur de voir le corps changer, de perdre confiance et tout, et je peux déjà un petit peu imaginer, mais je pense que c'est bien d'en parler, que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Donc moi là, j'ai essayé de faire quelques petits dessins avec les symptômes les plus courants, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, donc il y en a juste quelques-uns. Et en imaginant de représenter un petit peu toutes les cultures de Guyane, donc avec des femmes différentes, parce qu'on vient toutes des pays différents, mais c'est vrai que les symptômes sont les mêmes. Donc la souffrance qu'on partage, c'est la même et ça nous rend unis, si on peut dire ça. Donc j'ai fait quelques petits dessins sur du coup, les troubles du sommeil, les bouffées de chaleur, l'incontinence urinaire et après sur l'ostéoporose, donc le risque des fractures avec des traumatismes même avec un traumatisme un peu banal. Et la baisse de libido, comme ça a été déjà évoqué. Puis je ne me souviens plus aussi, la fatigue et la prise de poids, oui, du coup, la prise de poids avec la perte de confiance en tant que femme. Brouillard mental. Et le brouillard mental, oui, ben voilà. Ça commence. Parce que je ne sais même plus ce que je viens de dessiner, voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Alicia, c'est super. Merci à vous, en tout cas, pour m'avoir permis de faire ça. Ça m'échange, c'est de mon travail.
commenter les témoignages. Oui, avant les témoignages. Oui. Allez-y, monsieur le maire. Alicia, t'es partie trop vite. Reviens. Alors, sur le petit documentaire que vous avez transmis, j'étais étonné par une chose, c'est le brouillard mental. Alors, tout de suite, je voulais dire quoi déjà. Ça peut durer combien de temps? Est-ce que c'est juste et puis voilà, et est-ce qu'on c'est une maladie qu'on pourrait aussi assimiler à la maladie d'Alzheimer, enfin bon, est-ce que c'est les mêmes symptômes, est-ce que c'est dans la durée, ça dure aussi longtemps que ça, ou est-ce que s'il y a des hauts et des bas, parce que c'est quand même inquiétant. Alors, au début de la ménopause, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du cerveau de la femme, il y a des récepteurs à l'œstrogène. Et donc, du coup, lorsqu'il y a une absence d'œstrogène, il n'y a qu'avec ces récepteurs, ils ne reçoivent pas l'œstrogène. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que on a la sensation de brouillard mental, c'est l'oubli, il y a plein de choses qui se passent parce qu'en fait, au niveau du cerveau, il y a des zones et chaque zone est codifiée par quelque chose, par la motricité, par la mémoire et tout ça. Et donc, du coup, ce qui se passe pendant la ménopause, c'est qu'il y a quand même des troubles cognitifs liés à l'absence de l'œstrogène. Et il faut savoir que la ménopause, c'est un facteur de risque qui augmente les risques vraiment de tout ce qui est Alzheimer et maladies cognitives. Après, en termes de durée, on ne sait pas. Mais ce qui est prouvé scientifiquement, plus les symptômes ils commencent tôt, avant le début de la ménopause, plus ça va durer dans la durée en fait. Plus ça commence au début, et si ça commence pendant la période de la ménopause, ça dure moins longtemps en général. Voilà. Préciser, en fait, quand on parle c'est plus un brouillard émotionnel, car souvent il y a une association avec la fibromyalgie. Donc la femme traverse une période de sa vie qui n'est pas une maladie, comme si on parlait de l'adolescence, maladie. Donc il s'agit d'une période de sa vie, et alors ça se voit très bien à travers la masse osseuse, donc l'ostéoporose, vous avez une croissance, un pic de masse osseuse, un équilibre osseux et une chute. Là, pour la femme après la ménopause, l'homme va rencontrer la femme dans l'ostéoporose de façon, quelques-uns ici, deux types d'ostéoporose, et une ostéoporose de la trame osseuse, alors que chez l'homme, c'est l'ostéoporose corticale. Donc, cette partie de brouillard, en fait, c'est le fait de voir un corps qui se transforme et qui, à la fin, s'interroge, et comme vous le savez, ce n'est pas une maladie. Évidemment. Oui, vous pouvez passer une minute. J'ai un certain âge, un âge certain même, mais moi je n'ai pas vécu de ménopause, de symptômes de ménopause. Je sais que c'est quelque chose de très physiologique. Et est-ce que dans le temps, on peut ressentir, bon, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans après, avoir des conséquences si on n'a rien subi pendant la période de ménopause? 20% des femmes, ils n'ont pas de... Le docteur, lui aussi, il veut parler, mais 20% des femmes, ils n'ont pas de symptômes. Hein. J'ai pas eu de symptômes. Tant mieux pour vous. Pourvu que ça dure. Après, parfois, il y a des symptômes, par exemple, l'insomnie. Il y a des gens, effectivement, qui ont une insomnie pendant longtemps et qui n'attribuent pas ça à la ménopause. Il y a des petits symptômes qui sont légers, mais on estime effectivement il y a 80% de femmes qui ont des symptômes. Effectivement, des symptômes. Donc, parfois, il y a des symptômes, par exemple, je prends l'exemple des douleurs articulaires. Parfois, on va dire effectivement, c'est. Voilà. Est-ce que la sécheresse vaginale fait partie des symptômes? Bien évidemment. Non, moi, je juste vous raconter une anecdote. J'ai une personne qui me voit effectivement parce qu'elle avait mal tout le temps. Finalement, ils ont changé la lutrine, tu vois, ils ont acheté des nuits, acheté vraiment des trucs. Le mari, effectivement, il vient en consultation, il me dit, écoute, ça, il faut que ça s'arrête parce qu'effectivement, elle a toujours mal. Parce qu'elle a acheté effectivement très cher. Finalement, je l'ai vu, écoute, on a questionné effectivement. Et pourtant, comme vous dites, il était en début de stéropause. Il y avait des douleurs articulaires, il y avait pas mal de choses, d'accord. Et pourtant, le mari, en fait le couple, mais le mari, ils ont acheté pas mal de choses pour changer de vie, changer tout. Alors, effectivement, c'est
c'était des douleurs articulaires avec des douleurs musculaires qui étaient liées effectivement à la ménopause. Donc ça, c'était juste une sorte d'anecdote. Et on l'a mis sous traitement et 2 mois après, il avait plus de symptômes. Il rentre le matelas. Il fallait faire rembourser. Vous avez déjà Oui, pour compléter, comme elle disait, il n'y a que 20% de femmes qui n'ont rien. Il y a un autre tiers qui subira quelques petits effets et qui le vivront très bien. Et en fait, il y aura vraiment un tiers qui le vivra très mal et qui pourra rentrer en phase pathologique avec la majoration des maladies cardiaques et l'ostéoporose qui peut s'aggraver. Voilà. Donc en fait, la ménopause n'est pas une fatalité, c'est pas une maladie. Et franchement, c'est vécu différemment d'une femme à une autre. Et on ne peut pas savoir à l'avance. Après, il y a un facteur, comme le disait ce matin encore le docteur Mouni, il y a un facteur génétique. Donc pour savoir comment, plus souvent on peut avoir une idée de comment va vivre sa ménopause, interrogez votre maman. Parce que souvent, en fait, c'est le reflet en fait, de votre mère. Vous voulez parler, madame? On vous entend pas. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je demandais, quand on est atteint d'ostéopénie, est-ce qu'il y a une possibilité de rattraper avant l'arrivée au stade d'ostéoporose? Alors, on profite de la présence de notre cher rhumatologue pour répondre à la question. Alors en fait, l'ostéoporose est très liée à la sécrétion d'hormones féminines. On sait que c'est le vieillissement donc, de certains organes avec une sécrétion. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose post-ménopausique. Cependant, il y a d'autres maladies qui peuvent être responsables de l'ostéoporose, par exemple un apport insuffisant de calcium, de vitamine D. Alors vous parlez d'ostéopénie, c'est-à-dire ostéopénie, donc il y a une baisse de la masse osseuse sans que la masse osseuse atteigne ce qu'on appelle un seuil fracturaire, ou une zone de fragilité osseuse, où effectivement, avec l'activité, on peut se fracturer. Donc quand vous avez une ostéopénie, il faut donc essayer de comprendre et d'en faire l'étiologie. L'origine de l'ostéopénie, c'est souvent un manque de vitamine D, un apport insuffisant de calcium, ou tout simplement, et ça peut être une préménopause aussi. Donc la conduite à tenir consiste en un apport de calcium, c'est ce qu'on appelle un journal, on peut faire un journal alimentaire. À travers le journal alimentaire, on regarde quelle est la dose d'apport de calcium. Et c'est pour ça que cette période-là, il faut augmenter votre consommation en calcium, notamment dans le contrôle du métier, en Guyane, certains produits, certains aliments, comme on a fait une étude dessus, le bitaoui, c'est une sorte de salade qui pousse après les abattis, très riche en calcium. Donc l'alimentation, et comme vous le savez, la santé est dans l'assiette. Donc on a parlé de l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. Donc il faut d'abord regarder les apports classiques et bien sûr le statut vitaminique D. Bitaoui, c'est une plante que moi j'avais étudiée il y a 30 ans. J'ai trouvé ça sur le mardi, et ce sont les consommations importantes par les Canadiens. Bon, des études ont montré que la race noire ne fait pas d'ostéoporose. Or, il y a un apport calcique apparemment insuffisant. C'est faux, parce que quand on a fait l'étude sur les apports calciques, on n'a pas tenu compte de certains aliments qui apportaient du calcium. Et on pense aussi génétiquement, parce qu'il y a une étude qui est faite sur les bantous, génétiquement, il y a un gène qui permet donc de synthétiser de la vitamine D sans qu'il y ait apport ou la part extérieure ou par le rayonnement solaire. Oui, bonjour à tous. J'avais une question. C'est vrai qu'on parle de tous les symptômes quand on est en ménopause. Donc, quand on voit ces symptômes, on commence à s'inquiéter.
Maintenant, quels sont les symptômes de la préménopause? Comment on fait pour savoir si on est en préménopause ou pas? Et la préménopause, c'est à peu près entre quel âge? Alors, en moyenne, ça commence vers 47 ans à peu près. Oups. J'ai cliqué trop fort. Ça commence en moyenne vers 47 ans la préménopause. Après, le premier symptôme qui apparaît pendant la préménopause, c'est le trouble du cycle. Ça, c'est en général pour tout le monde. Les troubles du cycle, soit c'est un raccourcissement du cycle, en fait, on sent que les règles, ça va pas, quoi. Ça, c'est le premier symptôme. Par contre, les symptômes dont on a décrit là, tous les symptômes dont on parle pendant la ménopause, ça peut apparaître pendant la périménopause. Donc, lorsqu'on a des bouffées de chaleur, ça ne veut pas dire qu'on est ménopausé, mais on peut être en périménopause et en ayant des symptômes, tous les symptômes qu'on vient de décrire. Du coup, pour nous conforter ou pas là-dedans, est-ce qu'il faut faire des analyses? Comment on fait pour savoir réellement? Donc, j'ai quelques symptômes, je m'en doute, je commence à me questionner. Du coup, quelle est la démarche qu'il faudrait avoir? Première démarche, c'est avoir une consultation avec votre gynéco. Vous lui en parlez, tous les symptômes que vous avez, et on adapte la prise en charge au cas par cas. On ne traite pas tout le monde, on ne traite pas toutes les femmes qui ont quelques petits symptômes ou qui sont en périménopause, mais s'il faut qu'on vous supplémente par un traitement adéquat, on peut. Ce n'est pas tout le temps un traitement hormonal, hein. Mais des fois on est amené à mettre un traitement hormonal même en périménopause. Ce n'est pas les mêmes molécules, mais c'est pour améliorer les symptômes, que ce soit c'est un dérèglement du cycle ou des symptômes de bouffée de chaleur ou des fois des tensions mammaires, autre chose. D'autres symptômes, on peut les trouver, des douleurs mammaires, des troubles de l'humeur, plein de choses qu'on peut avoir en périménopause. Je voulais profiter ici, c'est l'occasion de faire une ostéoscopie. C'est-à-dire que vous allez comme Madame a dit tout à l'heure, voir si vous êtes n'importe quel cycle, pas n'importe quel cycle, mais une masse osseuse. C'est-à-dire que vous avez donc un examen qui vous donne la masse osseuse que vous avez. Donc il y a des valeurs. Donc il y a des valeurs par rapport à des valeurs standards. Et en fonction de ces valeurs, on sait si vous êtes en ostéoporose, en neuroplastie ou tout simplement en ostéopénie. Il convient à cette période-là de faire pratiquer une ostéocytométrie à la fois du rachis, donc de la colonne vertébrale, et du corps fémoral. Car le grand danger des femmes ostéoporotiques, c'est de faire une chute avec une fracture du col. Et quand on est ostéoporotique, on a fait une fracture du col, et qu'on a déplacé les extrêmités, si vous n'êtes pas pris en charge pendant 3 mois, il y a une forte mortalité à partir de ce moment. D'où l'intérêt de faire une ostéocytométrie. Et on pense que parce qu'on vit sur le pays ensoleillé, qu'il n'y a pas d'ostéoporose, c'est faux. Oui. Moi, je dirais aussi un problème aspect, ça c'est un témoignage. J'avais 42 ans, je voulais avoir un enfant, parce que j'étais dans une phase de alémie de ma vie. Et c'est là que j'ai appris que vraiment, je n'en aurais pas parce que j'étais en ménopause non plus pour les dosages. Et je crois que c'est un aspect dont on ne parle pas beaucoup aussi, ou que les femmes n'expriment pas beaucoup, c'est ce désarroi, ce sentiment d'inutilité même des fois. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on puisse aborder toutes ces questions-là. Parce que 42 ans ménopausée, c'est un choc. Oui. C'est vraiment un choc. Et je sais que je suis la seule. Il y a même des femmes qui sont ménopausées plus tôt, hein. Moi, j'ai mis à ma consultation, dans mes listes des patientes, j'ai 3 patientes qui sont ménopausées entre 27 et 30 ans. Et c'est chaud. Je peux vous dire, celle de 27 ans, elle n'a toujours pas compris en fait. Donc, on met en place un psychologue, on met en place un deuxième avis. Moi, j'adresse pour juste un autre discours avec un autre gynéco, comme ça, les deux avis. Mais parler avec une dame de 27 ans, lui dire tu peux pas avoir d'enfant, tu es ménopausée, c'est extrêmement dur, même pour nous. Hein. Même pour nous, c'est trop dur. Et ça arrive. Ça arrive, oui. Ça arrive. Mais on ne parle pas de ménopause. On essaie de ne pas utiliser ce mot. Donc d'ailleurs, nous, dans nos recommandations et tout, il ne faut pas utiliser le mot ménopause précoce, même si c'est ça, ménopause précoce. On utilise l'insuffisance ovarienne prématurée. Pour que ça soit moins traumatisant, même si c'est toujours traumatisant. Je vous écoute. Du coup, j'ai repris la parole, parce que c'est plus
ça sera plus un témoignage, parce que vous parlez de femmes ménopausées très tôt. Moi, je vais parler de mon cas. J'ai été ménopausée à l'âge de 25 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 28 à la suite d'un cancer des ovaires. Et du coup, c'est pour ça que je posais la question par rapport à l'ostéoporose, parce que dès l'année qui a suivi, j'ai fait une densitométrie et on s'est rendu compte que j'étais atteinte d'une ostéopénie. Et maintenant, j'ai un apport en vitamine D, et je me posais la question, est-ce qu'il fallait que je prenne ça à vie ou si je pouvais ne pas le prendre jusqu'à la fin. Vous avez un cas typique, effectivement, et vous avez tout à fait raison de ne pas parler d'ostéoporose précoce. Pourquoi? Parce qu'il y a fortement, dans toutes les chimiothérapies, il y a aussi une corticothérapie massive. Or, une des causes de l'IARTogène, c'est la corticothérapie. Pourquoi? Parce que la cortisone empêche l'absorption des calcium au niveau du tube digestif. Et à ce moment-là, vous avez un apport calcique insuffisant, et plus le manque de vitamine D, vous n'avez plus de minéralisation. Et à ce moment-là, vous avez une masse osseuse qui baisse, et c'est probablement votre cas, vous avez l'ostéopénie, vraisemblablement, après votre chimiothérapie. Le traitement plus le traitement chirurgical. Ça fait partie des effets secondaires. L'ostéoporose secondaire. L'ostéoporose procédopposée est une ostéoporose, j'allais presque dire, naturelle, mais non. Parce qu'on peut aujourd'hui, c'est bien pour ça que l'un des examens les plus appropriés au moment de la ménopause, c'est de faire une densitométrie. Je voudrais juste faire l'observation, c'est par rapport au traitement. J'ai regretté que Diana Première ait abordé la thématique de cette semaine à travers les effets négatifs du traitement. Et oui, vous avez peut-être pas écouté les informations, mais depuis ce matin, ils n'ont pas arrêté. Depuis ce matin, ils n'arrêtent pas à chaque fois. Oui, les problèmes liés au traitement hormonal. Aujourd'hui, on a intervenu, nous. C'était psychologue. Et ce soir, ils vont faire la même chose. Ils continuent. Il y avait 2 psychologues sur le plateau. C'est de l'errance, je suis désolée, mais c'est de l'errance médicale en fait. On continue malgré. Ce matin, nous, on est passé à la lumière première. Et parce que c'est vrai que donc, à 42 ans, je me retrouve avec un traitement et ça m'a beaucoup aidé. Et pourtant, il y a longtemps. Et je sais que maintenant, les traitements se sont beaucoup améliorés. Mais je crois que c'est important qu'on puisse, dans les prochaines interventions, ça c'est pour ma voisine, il va intervenir Demain, moi, je vais intervenir l'après-midi. Je cherche une patiente. Même, j'ai demandé d'arrêter après parce qu'il y avait une telle polémique à la télé, à la radio, donc j'ai dit moi j'arrête. Mais n'empêche qu'en arrêtant, j'ai poursuivi. Et moi je restais comme ça, c'était vraiment comme un film, je restais comme ça, puis j'avais de l'eau qui coulait comme ça dans les mains, c'était impressionnant. Et je crois que c'est bien qu'on puisse redire, c'est pareil, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert les injections intravaginales d'hormones. C'est pour ça que c'est bien qu'on en parle et qu'on démultiplie et des témoignages parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence. Ouais. Il y a d'autres. Donc du coup, on va passer au film. Donc vous avez pu voir un autre aspect des témoignages ici en Espagne, mais c'est représentatif aussi de la France. Vous êtes bien en Guyane, c'est ce que vivent les femmes au quotidien quand elles sont représentées. Il n'y a pas de...
représentante. Donc, Elle est là. c'est aussi de revoir le timing c'est pour ça que j'ai dit. travail des femmes, pour qu'elles puissent avoir plus de temps pour faire du sport dans les horaires de travail. Par exemple, à l'hôpital, celles qui travaillent de 8h à 18h, ou bien qui font des gardes, essayer de tenir compte de ça pour qu'elles puissent aménager leur emploi de temps pour avoir plus de sport, pour avoir plus de temps de faire ce qu'elles aiment en fait. C'est juste une proposition du regard du film. Il faut sensibiliser les élus. Il n'y a pas de élus, il y a le directeur qui m'a répondu. Idéalement, oui, mais en l'occurrence, le film, c'est une infirmière de bloc, donc elle a les rythmes d'un hôpital que vous connaissez, et elle arrive malgré tout à concilier cette phase de transition, comme je disais tout à l'heure, et puis son mode de vie. Donc je pense que au-delà d'une organisation spécifique qui va être impossible à mettre en place, il faut être clair, parce que il y a la gestion des plannings et tout ça, sur les temps de récupération, quand on rentre chez soi et quand on a un peu de temps pour soi. Alors bien sûr, oui, mais il y a beaucoup de choses à faire, on n'a pas toujours le temps de faire du sport, c'est vrai, mais je pense qu'en s'organisant, on arrive quand même. Puis il y a tout ce qui tourne autour, c'est les réseaux, les relations sociales, c'est un groupe d'amis. Donc ça permet aussi d'être épanoui, d'avoir une vie équilibrée. Il y a tout ça qui, je trouve que ce film donne le moral quand même. Je pense que c'est pas mal. C'est à la fois, on se rend compte à la fois que c'est une période qui est compliquée, mais c'est une période qui peut être gérée et sur laquelle il faut s'adapter et puis la contrôler. Après, ça dépend, je pense, de chacun de faire cet effort de vouloir s'en sortir, de faire attention à ce qu'on mange, etc., d'avoir de l'hygiène de vie, peut-être boire moins d'alcool, comme elle disait aussi. Oui, il y a des choix. Pour les autres, c'est pareil. Bon, il y a des choix après de vie à faire. Il y en a qui. Mais moi, personnellement, je continue à faire beaucoup de sport. Voilà. Bon, mais j'en fais que le samedi et le dimanche, parce que la semaine, là, j'ai vraiment pas le temps. Mais c'est aussi c'est thérapeutique. Voilà. Je le fais pas. Moi, je vais courir. Il y a plus que ça, je cours beaucoup. C'est pas parce que je veux faire de la compétition, hein. Mais c'est thérapeutique. Et le matin, quand je me lève et que j'aimerais bien rester au lit, je me dis, mais c'est thérapeutique, c'est pour ta santé. Voilà. Bon, vous avez parti après de chacun voit quelque chose comme ça. Donc, pour rebondir à ce que disait le médecin, sachant qu'il y a beaucoup de personnels médicaux qui font des horaires à rallonge, un peu comme vous au niveau de l'administration, avoir une petite salle de sport au niveau du centre hospitalier Cayenne. C'était plus dans cette démarche-là, pas forcément donner un temps de lit, mais peut-être qu'il y a du personnel qui, entre midi et 2 à 1 heure de pause pour manger, et voudrait consacrer peut-être juste une demi-heure pour faire un petit peu de sport, pour du renforcement musculaire ou pas, je sais pas. Là, c'est une salle de sport. Oui, encore la salle de sport. En Italie, il n'y a pas de salle de sport aujourd'hui, il y a un projet. Ah ben, Il y a un merci. projet. Oui, il y a un projet. Ah, ok. On recherche un financement. Les vieux sont Les élus, à bon entendeur. Justement, le projet devait être mis en place depuis longtemps, il date de longtemps. Il devait être mis en place à l'EHPAD pour et le personnel et les résidents en profitent. Jamais vu ce projet. T'as dit, il n'y a pas de financement. Ah oui, mais ça date, c'est pas sur la localisation, mais il faut que l'équipe cherche des financements. Le nerf de la guerre, l'argent. Le nerf de la guerre. Oui. Merci. Je voudrais juste dire que c'est facile, hein, j'entends les propos du directeur. Pour un homme, c'est plus facile qu'une femme. Quand vous rentrez, vous n'avez pas de dîner, de repas préparés à s'occuper des enfants. Attendez, laissez-moi rire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes actives. Mais ce qui me gêne dans cette projection-là, c'est qu'on se retrouve dans un milieu aisé, de famille aisée. Mais imaginez ce
de choisir de faire du sport ou de consulter tout simplement. Basique, hein, de consulter un médecin, d'avoir un avis médical. Je pense que non. Et par rapport à la question du docteur, je ne me rappelle plus qui a posé la question, moi, ça fait plus de 40 ans que j'entends qu'il y a des projets. Mais par exemple, le projet d'une crèche hospitalière, hein, une crèche hospitalière, tout simplement, je ne sais pas combien de personnel il y a maintenant. À l'époque, il y avait 300 ou 600 personnes. Et déjà, il y avait un besoin. Et ça éviterait beaucoup de choses, l'absentéisme, une disponibilité du personnel à main levée, des choses comme ça. Bon, vous venez d'arriver peut-être que Non, j'ai pas ce prétexte-là. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, à mettre en place que c'est pas en claquant des doigts. Ça peut être aussi une crèche privée, ça peut être une crèche municipale. C'est pas forcément une crèche hospitalière. Si on peut faire une crèche hospitalière, faisons une crèche hospitalière. Mais vous connaissez les finances et les moyens financiers qu'ont les hôpitaux à l'heure actuelle. Ah ben c'est pareil pour les municipalités. Les crèches municipales, moi c'était ma délégation pendant 6 ans et je vous dis que c'est pas facile, c'est pas évident, parce que les dotations de l'État ont diminué et pour la municipalité c'est pas évident. Une crèche privée c'est encore pire. C'est encore pire. Il y a la gestion du personnel, il y a les charges sociales, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je pense que pour une crèche hospitalière, ça serait plus adéquat dans la mesure où il y a une cotisation quand même des agents cotisent. Donc peut-être que ça serait plus compensable de faire une crèche hospitalière et puis ça simplifierait beaucoup, beaucoup de choses. Ce matin, j'étais dans un atelier justement des jeunes sur le métier des sanitaires et social et je leur disais que pour faire ces métiers-là, il faut avoir déjà l'amour et puis une certaine disponibilité. Parce que quand on vous appelle à main levée, hein, il y a des personnels soignants ici, eh bien, madame, elle n'est pas venue travailler, veuillez, est-ce que vous pouvez venir la remplacer à la seconde presse, c'est pas évident. Donc pour tout ça, moi j'aurais pu dire oui, je viens, mais je sais qu'il y a un mode de garde pour mon enfant. Non mais je vous incite très sincèrement à y réfléchir là-dessus. Tout ça, on le sait, madame. Ben oui, mais ça fait 40 ans j'entends qu'on le sait. Ça, on le sait. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'il y a des raisons. Ah bon. C'est que c'est pas facile à faire. On entend vos raisons. Eh ben, mes raisons, il y a des moyens financiers qu'on n'a pas. Je pourrais vous dire également, concernant la crèche hospitalière, il y a un projet avec la mutuelle Vive. Voilà. Ils sont venus nous voir il y a pas tout à fait un an. Ils ont a priori acheté le terrain. Allez-y, allez-y. Hein. Ils ont acheté le terrain et donc on est dans ce dispositif-là. Donc je pourrais très bien vous dire, mais ça va se faire, mais c'est pas assez rapide. C'est pas demain. C'est pas encore demain, on le sait. Ce que vous dites et ce que vous soulevez, l'intérêt qu'on pourrait avoir, on s'y retrouverait tous. J'en suis persuadé. Ça facilite la vie des mamans, des papas aussi, parce que encore une fois maintenant. C'est vrai que les papas sont de plus en plus impliqués. Oui, voilà. Il y a quand même du progrès. Il y a un progrès là-dessus. Il y a encore du chemin certainement à parcourir, mais ça simplifierait la vie de tout le monde. Et au niveau d'une équipe, ça permettrait effectivement de résoudre l'absentéisme forcé et contraint de certaines personnes, parce que j'ai personne pour garder mes enfants ce soir, etc. Bon, donc on le sait, mais encore une fois, c'est compliqué et l'argent nous manque et c'est toujours le nerf de la guerre, effectivement. Mais on ne baisse pas les bras pour autant. C'est vrai. Alors moi je suis plus optimiste, car vous savez que bientôt, si ce n'est pas déjà accepté, il y aura un congé mensuel. Vous êtes au courant. Donc je pense qu'il y aura bientôt dans les grandes entreprises, et pourquoi pas dans nos hôpitaux, des salles de repos ou d'aménagement, de quiétude dans une journée pour la femme ménopausée. Ça c'est ma grande l'espoir qu'on peut avoir. Et ça c'est les femmes, c'est le combat des femmes. Et les femmes doivent occuper ce combat. J'ai été frappé dans ce film, vous avez parlé du niveau social des choses. Je me suis dit que c'était fait parce qu'on était dans un espace où le corps médical est pleinement régulé par ce type d'éléments. Alors, moi je suis très optimiste dans la notion où c'est une phase, une période de la vie qu'on traverse, et ça va
créer des troubles émotionnels. Ça va créer des troubles émotionnels, et c'est là qu'il faut intervenir. J'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le système limbique. Le système limbique, c'est le système de récompense. Et c'est l'espace cérébral qui va sécréter les hormones de bien-être. Donc, si quand vous traversez ce type d'événement, si vous n'êtes pas accompagné, et cette dame dit il faut que je parle, et elles se sont regroupées. Donc, il y a eu un aspect grégaire, et on a partagé la douleur, on a partagé l'événement, et pour pouvoir donc positiver la situation. Et positiver la situation, c'est quoi? C'est effectivement, moi je pratique beaucoup de l'hypnose dans ce type d'événement, et notamment dans la douleur, et c'est une façon donc de pouvoir faire lâcher prise, aller dans un espace limite, et pouvoir donc secréter ce que j'appelle donc les substances et les hormones du bien-être, que sont l'oxytocine, la sérotonine, les endorphines et autres. Donc c'est une partie de la vie où c'est presque un bilan, un peu un bilan de son corps qui évolue, et à ce moment-là, une fois qu'on traverse ce bilan, mais on repart et on a une autre démarche. Et pour conclure, effectivement, ces femmes qui, entre 50 ans et peut-être 64 ans, si on continue à augmenter l'âge de la retraite, pourront effectivement avoir l'espace dans leur établissement pour pouvoir avoir une certaine détente pendant ces périodes-là, et aménager dans les espaces professionnels des espaces pour la détente, comme on va en étant aménagé la loi pour un repos mensuel pour les femmes qui ont des douleurs graves. Merci, docteur. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Non. Sinon, moi, j'ajoute qu'il y a... Ça va? Oui. Bonsoir à tous. J'ai un peu hésité, mais bon, j'ai écouté le témoignage de femmes. Je tenais à... Je suis dans le même cas. À l'âge de 40 ans, j'ai quand même eu un blocage. Donc, je ne voyais plus mes règles. Et ils n'avaient pas considéré que c'était la ménopause. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je ne suis pas réglée. Je suis comme un suivi. Et je peux vous dire que c'est une souffrance. Ça m'arrive de dormir le plus souvent avec la clim plus le ventilo. Chez moi, j'ai 7 ventilateurs dedans, pratiquement toutes les pièces. Tellement j'en souffre. Et c'est pénible, la sécheresse vaginale et plein d'autres choses qui se déclenchent. Par moments, je ne dors pas, je suis fatiguée. Je prends des vitamines, mais c'est du lourd. Et il faut prendre sur soi quand on vient au travail à être bien, alors qu'on a passé une très mauvaise nuit. Et puis aussi, le blocage de ne plus avoir quelqu'un dans sa vie aussi, ça c'est par rapport justement à certaines remarques des hommes qui n'arrivent pas à me comprendre. Merci pour votre De témoignages, non? Mais sinon, il y aura, le gouvernement vient juste d'annoncer, il y aura effectivement les assises de la ménopause, qui c'est 18 octobre prochain. Les assises de la ménopause, il y a effectivement les politiques, il y a tout le monde dedans. Donc, moi, je pense effectivement, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que l'association du bien-être de la ménopause, la périnopause a été créée. C'est pour effectivement sensibiliser le grand public, sensibiliser tout le monde, le pouvoir public, et même à l'hôpital, ça commence à faire effet. Il y a 72 heures ou 4 jours, on avait rencontré le directeur de l'hôpital avec un projet qu'on appelle le CHU Friendly, ménopause CHU Friendly. Donc, je pense effectivement qu'on a présenté le projet est validé ou va être validé. Donc, là aussi, c'est la qualité de vie au travail. C'est vraiment aux questions, c'est la qualité de vie au travail. Donc, comme on dit, effectivement, il faut qu'on continue à travailler ensemble. Parce qu'effectivement, c'est un sujet tabou. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit pour la semaine de ménopause, c'est sortir des silos. D'accord? On arrive à mettre chacun on sort des silos. Donc, effectivement, on va continuer à travailler ensemble. Ce n'est pas
le gynécologue, le hématologue ou autre, c'est tout le monde travaille ensemble pour qu'il y ait un bien-être pour la santé des femmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques? S'il n'y a pas d'autres questions, on va en... Non, mais toujours pour revenir au film, le courage de la collègue de Liban, l'infirmière, de parler de ce sujet-là avec ses collègues. Bon, depuis que j'ai su que les journées portes ouvertes allaient avoir lieu, j'ai informé mes collègues, je les ai invités, mais elles sont plus jeunes que moi. Elles se moquaient de moi jusqu'à présent. Tous les jours, toutes les semaines, je postais voilà, c'est jour J-7, jour J-. Et les collègues se moquaient. Toi, tu nous fatigues avec ta ménopause, là, quand c'est encore des bouffées de chaleur et tout. Mais alors que je leur ai dit, vous serez surpris de savoir que ça peut commencer très tôt. Et c'est des filles qui ont la trentaine passée, 30-35 ans. Je leur dis, ben, il y a des cas précoces. Alors, comment, mon souci, c'est comment amener les jeunes à s'intéresser à ce sujet. Il faut pas qu'on arrête, en fait. Ouais, Il n'y a pas que les jeunes. Il y a même les médecins. Ah, je suis désolée, mais moi j'ai eu... Tout le monde entend? Le problème, c'est qu'il n'y a pas uniquement les jeunes ou les collègues. Il y a des médecins. Moi, j'ai eu un médecin généraliste dernièrement qui continue à dire aux patients, ah non, le traitement, il va vous faire je sais pas quoi, ah non, docteur Méry, qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, arrêtez en fait. C'est un médecin généraliste, hein. J'ai pu l'appeler pour lui dire, il faut arrêter de dire ça aux patients. Moi, si je ne maîtrise pas un sujet, je délègue. Voilà. Même si les médecins généralistes, avec tout le respect que je vous dois, nous, en tant que gynécologue, il y a des spécialités qu'on ne maîtrise pas. Si je ne maîtrise pas, ben, je délègue à une autre personne. Il continue, beaucoup de professionnels de santé continuent à ce jour à dire n'importe quoi aux patients. Et ça, c'est grave. Il ne faut pas qu'on arrête, en fait. Pas qu'on arrête avec nos jeux de miel, pas qu'on arrête avec les partout. Je pense qu'on va mettre en place, tout à l'heure, on a discuté à la Biennale première, parce qu'on a eu un interview ce matin avec la présidente de Nadia, de Madame Chandé, la psychologue, et Madame Linton, la sexologue. Et c'est très bien passé, et je pense qu'on nous a proposé éventuellement de faire un truc régulièrement toutes les semaines. Moi, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord de faire un tournée, même si c'est 15 minutes par chambre, par semaine, c'est mieux que rien. Au moins, on essaie de passer notre message. On a libéré la parole. Mais c'est vrai que c'est vraiment il faut vraiment informer tout le monde. Je dis ça puisque moi je travaillais et j'étais dans un open space et effectivement j'avais des collègues qui étaient beaucoup plus âgés que moi et aujourd'hui je porte tout le temps une veste puisqu'elle est en ménopause. Moi je me l'ai gelée, on était dans le même bureau. Donc je comprenais qu'elle était en ménopause, donc je venais couverte, genre j'étais en hexagone, j'étais avec mon châle, mais moi j'avais vraiment très froid. Et je la voyais, elle était en sueur, et la clim était à fond, mais elle était en sueur. Et je pense que c'est vraiment tout le monde, parce qu'on peut effectivement se retrouver à travailler avec quelqu'un qui est en ménopause. Nous, on ne l'est pas, si on n'est pas au courant. J'ai déjà vu dans d'autres services où ça se passe très mal parce que oui, mais moi j'ai froid, ça devient une guerre en fait. Cette clim, ça devient une vraie guerre. Et des collègues qui s'entendaient très bien, et bien là, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de cohésion, parce qu'aussi l'autre n'est pas forcément informé sur ce que c'est que la ménopause, les effets de la ménopause. Et effectivement, quand on est jeune, parfois on ne se sent pas forcément concerné, sauf si on a vu nos parents ou une tante, la maman, passer par là où on les voit dégouiner partout, et même là on s'inquiète, on se dit mais qu'est-ce qui t'arrive quoi? Mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas encore passé par là ou qu'on n'a pas vu un membre de notre entourage dans la situation, ça peut être compliqué à comprendre. Et c'est tout l'objectif, tout l'intérêt de cette semaine, justement. C'est d'informer, et après je donnerai la parole à M. Polony, c'est d'informer au maximum
mieux accepter. Et il faut aussi que les plus jeunes sachent aussi l'intérêt en fait d'en parler. Tant pis même s'il y a des gens qui continuent à se moquer de nous, tant pis s'il y a des gens qui ne veulent pas entendre. Mais tant qu'on en parle, on continue, ça va devenir en fait quelque chose du quotidien, on va banaliser la situation. Comme pour l'adolescence, on disait, je ne sais plus qui à un moment donné, l'adolescence, tout le monde sait maintenant reconnaître les signes, et il faut que la ménopause ce soit pareil et que ça devienne quelque chose de banalisé et que tout le monde puisse en parler librement. Voilà. Je vous laisse la parole. Oui, alors, dans certaines civilisations, vous avez notre groupe des femmes, notamment chez les Bouches-Linguet, qui vont se retirer et qui vont enseigner la sexualité et enseigner le mode de vie d'une femme. Donc, ça se fait. Ça se fait parce que toute une évolution de notre civilisation, il y a un peu un abandon des pratiques qui ont sauvegardé. Et ça peut montrer dans le film qu'elles se retrouvent. C'est vrai, partager les éléments. Et plus vous partagez les éléments, vous allégez, il y a une souffrance, vous allégez, et vous allez vers une connaissance. Et c'est parce qu'on connaît qu'on peut faire. Alors, ce que vous dites est vrai, et ça commence à revenir, puisque moi je participe. Il y a pas mal de cercles de femmes maintenant, où effectivement on explique pourquoi on fait un cercle de femmes, d'où c'est parti, et même nous, à dire qu'avant il y avait une certaine transmission entre la grand-mère, la mère, et ça commence à revenir au fur et à mesure. Il y a pas mal de cercles de femmes où on aborde les questions de la ménopause, notamment les questions des règles, parce qu'avant, les mamans ne savaient pas que quand elles ne voyaient pas les règles, c'est qu'elles étaient enceintes, elles n'étaient pas au courant. Donc ça commence à revenir au fur et à mesure, parce qu'on sent que ça nous manque, en fait, ça, de pouvoir échanger sur des problématiques de femmes, entre femmes, mais sur toutes sortes de sujets, que ça soit santé, que ça soit l'éducation, que ça soit la relation de couple aussi, et ça revient au fur et à mesure. J'en vois de plus en plus en fait sur les réseaux sociaux. De l'intérêt des groupes de parole. Exactement. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces questions qui étaient très enrichissantes et on espère vous revoir dans la semaine puisque la manifestation ne fait que commencer et on espère que vous serez tous aussi impliqués, investis pour que d'autres événements se reproduisent tout le long de l'année. Voilà. Donc, on espère que le CHU œuvrera en ce sens aussi pour